Vous avez commencé à recourir au consulting, au conseil indépendant en 2019, c'est ça? Comment ça a commencé du coup? Voilà. Donc, on a mené un programme de transformation avec les cabinets de conseil classiques. Très bien pour la stratégie, la vision. Par contre, après, il faut l'implémenter, il faut le faire dans la vraie vie. Et donc, on a en fait fait appel à Comatch à l'époque pour nous aider justement à exécuter cette stratégie, notamment sur les sujets digitaux ou par exemple du pricing ou du management du changement. Les projets deviennent de plus en plus courts, de plus en plus compliqués et donc nécessitent des expertises où on doit se poser la question de ce qu'on appelle du make or buy, parce que j'achète cette compétence et je la construis moi-même. Ça peut faire sens pour des sujets stratégiques, et dans d'autres, non. Ça fait plus sens d'avoir des gens d'expérience qui viennent et qui, par contre, repartiront à la fin du projet. Et du coup, depuis, je vois que vous avez pris goût à recourir au conseil indépendant. Et pour quel type de mission, justement, vous avez recours à l'indépendance? Et est-ce que vous pouvez nous fournir peut-être un exemple de mission réussie? On a à peu près 150 consultants de chez Mal Stratégie quasiment à temps plein, qui nous aident à la fois sur des sujets, par exemple, sur de la finance, sur de la transformation finance, transformation HR. Dans mon cas particulier, qui m'occupe de la transformation commerciale, on va avoir par exemple des profils sur la partie digitale, ça peut être des product owners, des gens qui vont définir les roadmaps, qui vont travailler avec notamment Salesforce ou de types de software. Ça va être du management du changement, sur comment justement adopter les nouveaux modes de fonctionnement, la digitalisation. Ensuite, ça peut être des sujets plus de stratégie classique, sur du pricing notamment. Je pense que tout le monde a eu le sujet inflation ces derniers temps. Et clairement, on n'a pas fait appel à des collègues de cabinets classiques, mais justement à Malte, avec des gens qui avaient des expertises très particulières pour nous aider à implémenter très rapidement. Et un de ces projets déverrouiller 70 millions d'EBITDA avec une équipe de 4 personnes de Malte. Un sur le change, une partie d'analystes, sur tout ce qui était data crunching, analyse des politiques de prix, et puis donc un chef de projet expert en prix. Donc chapeau, merci. En fait, qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir affaire à du conseil indépendant versus recrutement en interne? En fait, la principale raison, c'est que les gens de Malte qui viennent donc nous aider font partie d'Imeris. On ne fait absolument aucune différence. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un PC de l'entreprise, ils vont avoir un téléphone de l'entreprise, ils vont avoir une adresse email de l'entreprise. On ne fait absolument aucune différence. Parce que c'est important vis-à-vis de nos stakeholders internes. Par rapport à moi qui dirige donc le conseil interne, il n'y a pas à y avoir de différence. Aujourd'hui, on a une équipe qui est là, qui va impacter, qui fait partie de l'entreprise, qui connaît les codes. Ça veut dire aussi que vous êtes invité à nos soirées, quand on fait nos soirées. Si on part en séminaire, vous venez aussi avec. Donc on fait vraiment en sorte à ce qu'il y ait une intégration totale des équipes pour que déjà le freelancer se sente complètement à l'aise, comprenne notre culture, qu'en plus généralement il préfère rester, parce que pour nous c'est aussi un coût d'investissement de vous prendre, que vous compreniez nos processus, la façon dont on fonctionne, nos outils, notre culture. Ça c'est hyper important parce que sinon en termes de changement ça va pas le faire. Donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on voit de la valeur. Et généralement, les freelancers préfèrent rester avec nous sur des missions un peu plus longues. Je pense sincèrement que la partie freelancing va augmenter. Actuellement, sur mes équipes, on est à peu près à 50-50. Et je suis persuadé qu'en fait, la demande, même interne, du fait des succès des projets, en fait, ça augmente. Et donc, soit, effectivement, on va investir dans des ressources, mais qui est vu comme un centre de coût. En définitive, le freelancing permet plus de variabilité. On reste quand même sur des temps très incertains où on va avoir beaucoup de projets pendant un trimestre et beaucoup moins après. Aujourd'hui, avoir des coûts fixes en interne, ça ne fait pas forcément sens. Ça ne correspond pas non plus forcément aux compétences nécessaires par au projet. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, c'était que prix. Cette année, on parle de cash collection toute la journée. Comment récupérer l'argent? C'est d'autres types de compétences en analytique, en processus d'order to cash, que sur de la politique du prix, du price setting, etc. Et ça, on le vit continuellement. Il y a beaucoup trop de variabilité, mais c'est ça qui rend aussi le job intéressant. Pour justement avoir des équipes fixes. Et par contre, le freelancing renforce ça. Donc, plutôt une stratégie de 80-20 pour le D'accord. Je pense qu'aussi votre industrie, l'industrie minière, c'est aussi difficile aussi d'attirer. Et je pense que il veut y avoir un peu ce challenge-là aussi. Effectivement, c'est pas forcément évident de recruter des jeunes talents qui vont plutôt se retourner vers Malte, faire de la tech, chez Facebook ou chez Salesforce. Ça nous permet, en définitive, vis-à-vis des jeunes profils, aussi de pouvoir montrer par des experts externes
de développer en fait nos propres compétences. Une partie des objectifs que j'ai eu du CEO est de former les futurs cadres du groupe. Et en fait, ils font un système de rotation dans mon équipe, parce que ça permet de voir l'ensemble du business, d'apprendre. Et donc, avoir justement des freelancers seniors nous permet en définitive de monter en compétences beaucoup plus fortes sur ces cadres à fort potentiel.